Bonjour à tous et bienvenue à la section 2.5. Je vais faire la correction des exercices 5 à 9. Je suis à la page 239. Alors, exercice 5, on veut savoir quel est le module et l'orientation de la force de frottement que le sol exerce sur l'homme. Bon, ici, c'est bien important de faire la distinction entre le frottement statique et le frottement cinétique. C'est-à-dire qu'ici, on nous le dit dans l'énoncé, l'homme est immobile. Donc, s'il est immobile, on sait qu'il n'est pas en train de glisser. Hein? On sait qu'il est arrêté, il est au repos, il a les deux pieds bien ancrés au sol et il ne glisse pas. OK. S'il ne glisse pas, aussitôt, on sait qu'il s'agit de frottement statique. OK? Frottement statique, là, c'est le FS qui est là. Mais attention, ce n'est pas nécessairement FS max qui va subir, OK? Parce que, souvenez-vous de ceci, le frottement statique peut s'ajuster. Il peut valoir n'importe quoi entre 0 et la valeur de FS max, OK? Donc, pour l'empêcher de partir au vent, tout ce qu'on a de besoin, c'est FS. Pas nécessairement FS max. Et donc là, il faut calculer le FS. Et comment on fait pour calculer ce frottement statique réel-là? Eh bien, il faut qu'on fasse la deuxième loi de Newton dans la dimension X dans ce cas-ci. Là, hein, si on prend un axe X et que je fais les forces qui agissent sur la personne, bon, tiens, on va prendre un système d'axe quand même, XY. La personne qui est là, elle subit plusieurs forces. Force gravitationnelle vers le bas, force normale vers le haut comme ça. Selon l'image qu'on voit sur le schéma, on peut supposer que la force du vent s'en va comme ça vers la droite. On va l'appeler FV pour force du vent. Et donc, ce qui l'empêche de partir au vent vers la droite, c'est le frottement qu'il a avec le sol. Donc, ce frottement-là, il est vers la gauche. Et c'est ça, le frottement statique. C'est lui qu'on veut. C'est pas nécessairement FS max. OK? Alors, pour trouver le frottement statique qu'il subit réellement, il ne faut pas faire l'erreur de dire que c'est égal à mu-s fois la normale. Non, ça, c'est seulement FS max. Moi, je veux FS. Donc, il ne faut pas faire ça ici. OK? Donc, pour faire FS, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il faut aller faire la somme des forces en X. OK? Donc, allons-y. Somme des forces dans la dimension X, c'est égal à masse fois l'accélération en X. Étant donné qu'on nous dit dans l'énoncé qu'il reste immobile, immobile, ça veut dire qu'il ne subira pas d'accélération. Hein? Il reste les deux pieds au sol, donc pas d'accélération. Le côté droit de l'équation donne 0. Il est à l'équilibre. Donc, quelles sont les forces que j'ai en X? Ben, j'ai la force du vent vers la droite, donc je vais la mettre positive dans ma somme des forces. Et j'ai le frottement statique qui est vers la gauche, donc je vais le mettre négatif dans ma somme des forces parce qu'on pointe en sens contraire de l'axe X. Donc, égal à 0. Donc là, c'est ce qu'on a en ce moment. Par contre, dans l'énoncé, on nous dit que le vent exerce une force de 300 newtons. Fait que ce que j'ai appelé FV, ça vaut 300. Et le frottement statique, ben, je ne sais pas ce que c'est, fait que je le laisse comme ça, égal à 0. Donc, si j'envoie FS du côté droit, là, en faisant plus FS de chaque côté, voilà, j'ai trouvé ma réponse. Frottement statique égale 300 newtons. En fait, je vais le réécrire plus proprement. Là. Mon frottement statique, ici, ma réponse, parce qu'on demande module et orientation. Donc, le module du frottement statique, ici, c'est 300 newtons. Et orienté par où? Ben, ça serait à sens contraire du vent. Donc, là, ici, c'est pas. Ben oui, c'est dit, c'est orienté vers la droite, tout à fait. OK. Donc, le vent est orienté vers la droite, donc je peux, de façon claire, dire que mon frottement statique, ben, il est vers la gauche, tout simplement. Parce qu'il faut contrer la force du vent qui est vers la droite. OK? Comme mon schéma l'indique. Voilà, pas plus compliqué que ça. Numéro 6. Il y a un A et un B. Tout d'abord, y a-t-il du frottement entre le tapis et les bagages? Bon, là, ça, on va répondre à ça assez rapidement. Ben oui, nécessairement, parce que s'il n'y avait pas de frottement, imaginons que le tapis n'était pas en caoutchouc, mais il était en glace. Ça serait difficile de faire monter les bagages avec un tapis glacé. Hein? Donc, on veut un tapis qui colle. On veut que les objets, les valises collent sur le tapis. Donc, on veut un tapis avec le plus de frottement possible. Et ce frottement-là,
c'est du frottement statique. Du frottement statique parce que, encore une fois, la valise, on ne veut pas qu'elle glisse sur le tapis. On veut qu'elle reste collée au tapis et on veut qu'elle se déplace en même temps que le tapis. Okay? Donc, oui, absolument, il y a du frottement. Là, j'ai devancé un petit peu parce qu'on me demandait le type du frottement en B, mais bon, je voulais expliquer au A. Là, par contre, ce qu'il faut faire aussi au B, c'est qu'on nous demande la valeur minimale du coefficient de frottement entre le tapis et les bagages. OK. Donc, la valeur minimale, ça veut dire qu'on est sur un cas limite. Hein? On est sur le bord de glisser, mais on ne glisse pas encore. Là, déjà, mon tapis est incliné. Donc, je vais prendre un système d'axe incliné comme le tapis. Le tapis, on dit qu'il est incliné à 20 degrés par rapport à l'horizontale, comme ceci. Donc, à partir de là, faisons les forces qui agissent sur un bagage qu'on aurait mis sur le tapis. Donc, je vais dessiner toutes les forces ici à l'origine. Donc, tout d'abord, bien entendu, on a une force gravitationnelle et par trigonométrie, devenez habitué, on retrouve notre angle de 20 degrés, là, on le retrouve ici là, par rapport à mon axe Y. Là. Donc ça, c'est encore 20 degrés. Il y a bien entendu une force normale subie par le bagage et il y a un frottement statique, comme ceci, qui pointe vers le haut du plan incliné, qui permet au bagage de monter. Hein? Parce que je reviens à mon exemple de la glace, là. Si on imagine que le tapis est en glace, le bagage il irait par où? Ben, il glisserait comme ça vers le bas. Là. Mais ça, on veut empêcher ça. Donc, le frottement s'oppose à ça. C'est pour ça que le frottement statique, il pointe vers le haut du plan incliné. Et là, une autre petite nuance, c'est que ce frottement statique-là, on sait que c'est du frottement statique maximal. Pourquoi, là, ici, soudainement, je peux le dire? Ben, c'est parce qu'on a un mot magique. La question, c'est déterminer la valeur minimale du coefficient de frottement. Ça, c'est le mot magique, minimal. Quand le coefficient de frottement est minimal, ça veut dire que, dans le fond, on cherche le matériel qui a le plus petit coefficient possible, mais qui serait juste assez pour être sûr que la valise va rester collée. Okay? Et donc, dans ce cas-là, on est vraiment sur la valeur limite. Limite. C'est-à-dire que tu te dis, si j'ai un coefficient plus bas que ce que je vais trouver, ben mon bagage ne va pas glisser, va pas coller, puis il va juste rester en bas de la pente. Mais si j'ai un coefficient plus élevé que ça, ah ben là, ça va être correct. Je suis sûr que ça va rester collé, puis ça va monter. Okay? Donc, quand on est dans des cas limites comme ça, quand on cherche un coefficient maximal, minimal ou une force maximale ou une normale minimale, là, peu importe, j'invente un peu au fur et à mesure. Là. Mais quand vous voyez ce mot-là, minimal, maximal, on est dans un cas limite. Donc, on peut supposer que le frottement statique est maximal dans ce cas-ci. Et ça change quelque chose parce que ça nous donne une information supplémentaire. Okay? Pourquoi ça nous donne une information supplémentaire? Ben, c'est parce que le Fsmax, il est plus facile à calculer. Le Fsmax, je le sais que c'est égal à μs fois la normale. Ce qui n'est pas nécessairement égal à Fs tout court, comme on faisait tantôt là, dans l'exercice précédent. Donc, ben, c'est ça l'avantage de comprendre qu'on est dans le cas limite. À partir de là, quand on a compris ça, ce qui nous reste à faire, c'est somme des forces dans les deux dimensions. Je vais commencer par le faire en Y parce qu'en le faisant en Y, ça va me permettre d'aller trouver la normale en premier. Et cette normale-là, hein, je pourrais bien entendu venir l'insérer dans mon Fsmax pour déterminer que va valoir ce Fsmax-là. OK, donc en Y, je n'aurai pas d'accélération en Y. Hein. Si j'avais une accélération, elle serait en X seulement. La valise n'est pas en train de sauter sur le plan incliné, là, donc dans la dimension Y, il n'y a pas d'accélération. Donc, quelles sont les forces en Y? Ben, j'ai bien entendu la normale, que je mets positive, que je n'ai pas besoin de décomposer parce qu'elle est parallèle à l'axe Y. Et j'aurai une décomposition de FG. Là, pour faire ça, je vais le faire en couleur. Là. Vous voyez ma force FG, ça peut se décomposer en Y, comme ceci, je l'ai fait en rouge. Ça, c'est mon FGY. Puis un coup parti, je vais le faire tout de suite en bleu. Là. Le FG en X, c'est ça ici. Comme ça. OK?
Donc, moi, ce que je veux, là, je suis en Y. Fait que je veux ce que j'ai mis en rouge. Donc, ça va être négatif parce que, comme vous pouvez voir, ça pointe dans le sens négatif de l'axe Y. Et je dois utiliser cosinus. Hein, je fais mg cos de 20 parce que vous voyez que mon côté rouge, c'est le côté adjacent à l'angle de 20. Adjacent, il faut utiliser cos. Tout ça égale à 0. Bon. Là, vous allez dire, oui, mais je ne connais pas la masse. Effectivement, je ne connais pas la masse. C'est pas grave. Je vais laisser ça comme ça. J'envoie mg cos de 20 du côté droit de l'équation. Et là, j'ai quand même trouvé que ma normale, c'est égal à mg cos de 20. Pour le moment, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est un résultat qu'on va pouvoir réutiliser dans notre somme des forces en X. Somme des forces en X, c'est égal à masse fois accélération en X. Bon, ici aussi, l'accélération va être égale à 0, mais pour une raison différente. Il y aurait pu avoir une accélération en X, mais là, ça vient de l'énoncé. L'énoncé nous dit le tapis avance à la vitesse constante. Vitesse constante, par définition, ça veut dire pas d'accélération. Donc, AX égale à 0. Donc, quelles sont les forces que j'ai en X? Bien, j'ai Fs max, qui est positif parce qu'il pointe dans le même sens que mon axe X, et je n'ai pas besoin de le décomposer parce qu'il est parallèle à mon axe X. Puis, ensuite, j'ai mon FGX, hein, la décomposition en bleu, là. Donc, c'est négatif parce que contresens de l'axe X, et on voit que c'est le côté qui est opposé à l'angle de 20 degrés, donc on va faire mg sin de 20 égale à 0. Bon. Mais, souvenons-nous, on sait aussi que Fs max, c'est aussi égal à mu s fois la normale. Fait que ça, je vais prendre ça, puis je vais le rentrer tout de suite dans mon Fs max ici. Mu s fois la normale. Mg sin de 20, je vais l'envoyer du côté droit de l'équation. Tiens, Mg sin de 20. OK. Et c'est là que je vais utiliser mon encadré là, de la normale que j'ai trouvée dans somme des forces en Y. Là. Mon encadré. Et là, je vais venir l'insérer à la place de la normale qui est dans cette équation-là. Et là, vous allez voir, la magie va s'opérer. Mu s fois la normale que je remplace par mg cos de 20 égale mg sin de 20. Bon, regardez bien la magie. Je peux diviser par m de chaque côté, donc même si je ne connais pas la masse, ça ne change rien. Je peux, pour me simplifier la vie, diviser par g de chaque côté. G, ça vaut 9,8. Je connais la valeur, mais je ne la calculerai pas pour le fun, ça s'annule. Hein? Puis, même chose, sin et cos. Si je divise de chaque côté par cos de 20, le côté droit devient sin de 20 sur cos de 20. Bien, sin de 20 sur cos de 20, là, ça s'appelle une tangente. Tangente de 20. Boum. Fait que, bon, on y serait arrivé quand même, là, si vous aviez fait le calcul, G 9,8, sin de 20 et cos de 20 individuellement, puis à la fin, vous divisez, vous seriez arrivé quand même. Mais, voyez-vous, quand on garde ça pour la fin, bien, ça nous permet de faire des simplifications, puis d'arriver à une forme beaucoup plus simple là, et sauver du temps sur les calculs. Bref, tout ce qui nous reste à calculer réellement, c'est tangente de 20. C'est ma réponse. 0,364. Voilà. Coefficient n'a pas d'unité, fait que n'a pas d'unité. Et voilà. Numéro 7. OK. Numéro 7 est très, très semblable au numéro 6, à une différence près. C'est qu'ici, on dit que le bloc descend à vitesse constante le plan incliné. OK? Fait que si on prend un plan incliné, donc je vais me prendre un système d'axe incliné, encore une fois. On est incliné à un angle θ, donc θ comme ça. On ne sait pas quoi, mais c'est θ. Fait que c'est quoi la somme des forces qui agit sur un bloc, sur un plan incliné, qui descend? Il est en train de glisser, là, lui. Là. Ben, on a FG. On a la normale, qui est parallèle à l'axe Y. Et on a le frottement cinétique. Bon, là, réfléchissons un petit peu. Mon bloc est en train de glisser vers le bas du plan incliné. Donc, il s'en va par là, là. Le frottement, il est cinétique parce que ça glisse. Hein? Quand il y a du mouvement d'une surface par rapport à une autre, c'est cinétique. Ça glisse. Donc, ça, c'est la première chose. C'est du cinétique et il est par où, le cinétique? Ben, il veut s'opposer au mouvement. Donc, si on veut s'opposer au mouvement d'aller vers le bas, ben, on va aller vers le haut. Voilà. À partir de là, c'est la même chose que le numéro 6.
OK? La différence, c'est qu'on a du frottement cinétique maintenant et l'inconnu, c'est pas le même. On connaît les coefficients, mais on cherche l'angle à la place. Mais vous allez voir, c'est très, très, très semblable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, somme des forces dans les deux dimensions. Donc, encore une fois, je vais commencer par le faire en Y parce que ça va me permettre de venir isoler la normale. Bon, pour la même raison qu'au numéro 6, je n'ai pas d'accélération en Y. Si j'ai une accélération, elle serait en X seulement. Bon, en Y, j'en ai pas. Quelles sont mes forces? Ma normale, positive, pas besoin de décomposer parce que parallèle. Et je vais avoir des décompositions de ma force gravitationnelle. Je vais faire comme tantôt. Ça, c'est FGY en rouge et la décomposition en X en bleu, comme ceci. Ça, c'est FGX. Et pour ce qui est de l'angle qu'on va utiliser, ben, c'est notre inconnu, θ. Mais c'est pas parce que c'est un inconnu qu'on ne peut pas écrire notre somme des forces. Non, on peut le faire quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai en Y? C'est FGY qui est en rouge, donc c'est négatif parce que point sens contraire de l'axe Y. C'est le côté adjacent à mon angle θ, donc on va utiliser cos. Donc, moins mg cos θ égale à 0. Donc, comme numéro 6, n est égal à mg cos θ. Okay, bon, ici aussi, j'ignore la masse et en plus, j'ignore l'angle θ. Là, si vous avez bien compris le numéro 6, ben, ça ne me sert à rien de remplacer tout de suite le G par 9.8 puis faire des calculs. Je le laisse comme ça. Okay. Je vais l'encadrer juste pour dire qu'on le met de côté. Puis on s'en va faire somme des forces en X maintenant. Bon, ici aussi, on nous dit que le bloc descend à vitesse constante. OK. Vitesse constante veut dire que je n'ai pas d'accélération en X. Il y aurait pu en avoir une, mais il n'y en a pas. Coudonc. Qu'est-ce que j'ai en X? Frottement cinétique qui est positif et pas besoin d'être décomposé parce qu'il est parallèle à l'axe X. Et j'ai ma composante en bleu qui va être mg sin de θ parce que c'est le côté opposé. Voilà. Égal à 0. Mon frottement cinétique, c'est par définition toujours égal à mu cinétique fois la normale. Mg sin de θ, je peux l'envoyer à droite. Et comme tantôt, on prend la normale et on l'insère à la place de la normale ici. Là, la différence, c'est qu'on connaît le coefficient. Il en donne deux dans l'énoncé. Hein? Le frottement statique de 0.3 et le coefficient cinétique de 0.2. Nous, on veut le cinétique. Donc, c'est 0,2. Fois la normale qui vaut mg cos égale à mg sin. Bon, encore de la magie. Divise par m, divise par g, divise par cos θ de chaque côté. Donc 0,2 égale à tangente de θ. Donc là, il vous reste juste à pitonner sur la calculatrice tangente moins 1 ou bien arc tangente de 0,2, dépendamment de votre calculatrice. Qu'est-ce qu'elle dit là? Vous pitonnez ça, vous isolez θ. Assurez-vous que votre calculatrice est en degrés. Par contre, ça, c'est très important. Si vous le faites, 11,31 degrés. C'est notre réponse. Voilà. Okay. Très semblable au numéro 6. OK, numéro 8. Ah, quel est le coefficient de frottement cinétique entre le bloc et la surface? Bon, ici, on a un bloc qui se déplace. Donc déjà, on sait que c'est du frottement cinétique. Et on sait qu'il y a une accélération. OK, commençons par le commencement. On va se faire un système d'axes. Axe X, axe Y. OK. Mon bloc, je dessine toutes les forces au centre. Force gravitationnelle. Là-bas. Je vais dessiner mes angles tout de suite. Par rapport à l'horizontale, mon plan a un angle de 30 degrés. Donc, je retrouve l'angle de 30 degrés ici. J'ai une force normale. Ça. Quoi d'autre? J'ai une force de tension. Ça, c'est nouveau. Là, la force de tension, il faut bien analyser le schéma pour les angles. Si vous regardez le schéma, le plan est incliné de 30 degrés et la corde est inclinée de 50 degrés par rapport à l'horizontale. Mais puisque j'ai pris un axe X qui est déjà incliné de 30 degrés, ça veut dire que ma tension doit être inclinée de 20 degrés par rapport à l'axe. Comment j'ai fait? Ben, j'ai pris mon 50 degrés que je vois sur le schéma
et j'ai soustrait 30 degrés. Parce que mon plan incliné, il est déjà de 30 degrés. Donc, il me manque un 20 degrés pour avoir le 50 degrés. OK? Donc ça, c'est un petit détail, mais il ne fallait pas se planter parce qu'évidemment, tout le reste aurait été erroné. Bon. Ici, on nous dit que le bloc accélère vers le haut du plan incliné. Donc, si le bloc va vers le haut du plan incliné, ça veut dire par là, ben, mon frottement s'oppose à ça. Donc, dans ce cas-ci, le frottement, il va être en sens contraire de mon axe X. Et c'est du frottement cinétique parce que, comme je l'ai expliqué tantôt, ça glisse. OK. Ce sont mes 4 forces. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? En A, je cherche le coefficient de frottement. Ben, c'est une somme des forces. OK, je vais commencer par le faire en Y pour tout d'abord venir trouver la force normale. Donc, somme des forces en Y est égale à masse fois accélération en Y. Encore une fois, pas d'accélération en Y. Je vais en avoir une en X, le long du plan, mais pas en hauteur. Hein? Le bloc qui ne saute pas. Là. Quoi d'autre en Y? Bon, avant de poursuivre, en fait, je vais tout de suite faire mes composantes. OK? FGY, comme tantôt, on s'en vient habitué ici. Et TY, ici, en Y. Voilà. En bleu, faire en X, on a FGX ici. Et pour la tension T, est ici. Tension, oups. Tension X. Voilà. Donc là, je le fais en Y, fait que c'est mes flèches rouges plus la normale. Hein? La normale, je ne l'ai pas décomposée parce que pas besoin, là. Elle est parallèle à l'axe Y, positive. Donc, normal plus mon TY. Bon, TY, c'est le côté opposé à l'angle de 20, donc on va faire tension fois sin de 20. Et FGY, il est adjacent à 30 degrés, donc on va faire moins MG cos. Et vous, c'est facile de se planter là, dans un sin puis dans un cos. Là, hein? J'arrive à ces conclusions-là vraiment en regardant mon graphique. Donc la base, c'est se faire un bon graphique. Après ça, ça va beaucoup mieux. OK. Il y a des choses que je connais là-dedans. Hein? On connaît la tension dans la corde. C'est dit que le dynamomètre indique 15 newtons. Donc ça, c'est la tension dans la corde. Je peux remplacer les valeurs. 15 sin de 20. Le bloc ici a une masse de 2. Voilà. Fait que dans le fond, j'ai un seul inconnu, c'est la normale. OK? Vous pitonnez ça, isolez la normale, vous devriez arriver à 11,84 newtons. Voilà, ça c'est fait. Très bien, on va en avoir besoin pour la somme des forces en X. Bon. Ici, on a une accélération en X. On ne peut pas l'annuler. Donc, qu'est-ce que j'ai comme force en X? Tout d'abord, ma tension en X, qui est en bleu, on voit que c'est le côté adjacent à l'angle de 20. Donc, ça, c'est T cos de 20. FGX, déjà, c'est négatif. Et c'est opposé à l'angle de 30. Donc, on va faire moins MG sin de 30. Et finalement, j'ai mon frottement cinétique qu'il ne faut pas oublier, qui est en moins X. Pas besoin de décomposer, mais il faut le mettre négatif, bien entendu. Masse, c'est 2 fois l'accélération, 0,7. Voilà. OK, mais encore une fois ici, je peux remplacer des choses. T, c'est 15, cos de 20, moins 2 fois 9,8, sin de 30. Frottement cinétique, c'est égal à mu-c fois la normale. Mais la normale, c'est 11,84. Je le mets ici. Égal à 2 fois 0,7. Voilà. Fait que voyez-vous, de cette ligne-là, là, j'ai un seul inconnu, c'est mu-c. Donc, vous isolez votre coefficient mu-c. C'est ce qu'on cherchait dans la question. Là. On isole mu-c et ça nous donne la réponse 0,2445. OK, ça c'était le A par contre. B. B, on nous demande quel devrait être le module de la tension dans la corde pour que le bloc monte à vitesse constante. OK. Autrement dit, là, on veut changer la tension dans la corde pour avoir une vitesse constante. Vitesse constante, ça veut dire plus d'accélération en X comme j'avais.
Là, ce qui est fatigant avec ça, c'est que ça m'oblige de refaire ma somme des forces en Y. Pourquoi? Ben, c'est parce que tantôt, là, quand j'ai fait ma somme des forces en Y, tout d'abord, j'avais dit ma tension, c'est 15. Mais là, oups, pardon. Mais là, la nouvelle question en B, c'est que vaut la tension pour que. Fait que ma tension, ça sera plus 15. Fait que ma normale qui est égale à 11,84, c'est plus bon. OK? Fait qu'il faut que je recommence somme des forces en Y. Bon. La bonne nouvelle, c'est que tout le reste va être pareil. Là. C'est la même masse, c'est les mêmes angles. C'est juste que la tension T reste un inconnu. OK? Fait que je vais reprendre telle quelle cette ligne-là. Là. OK? Je reprends cette ligne-là. Pareil. Je vais juste remplacer la masse et G qui vaut 9,8 parce que ça, je le sais que c'est ça. Là. Puis le reste, on y touche pas. OK? Fait que ça va être T plus T sin de 20 moins 2 fois 9,8 fois cos de 30 égale à 0. Bon. Et là, ce que je veux juste m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur. MG cos, ouais, c'est bon. OK. Là, ce que je peux faire, par contre, pour simplifier la vie, je peux calculer que vaut sin de 20, puis je peux calculer 2 fois 9,8 cos de 30. OK, question de simplifier cette expression-là un petit peu. Puis on envoie tout du côté droit, sauf la normale. Ça me permet d'isoler quand même la normale. Ça, je peux faire ça. Donc, on envoie tout du côté droit. Donc, si on calcule 2 fois 9,8 fois cos de 30, puis tu l'envoies du côté droit, ça va devenir positif. C'est 16,97. Ensuite, sin de 20, ça donne 0,342. Puis tu l'envoies du côté droit, donc ça devient négatif. Là. Donc, moins 0,342 fois la tension T, qui reste un inconnu. Okay? Fait que ça, c'est une première équation. J'ai deux inconnus, donc je la mets de côté. Et là, je recommence. Somme des forces en X. Là, la différence ce coup-ci, ben, c'est que je n'ai pas d'accélération en X parce qu'on veut une vitesse constante, comme ce qui est demandé. L'autre chose, bien entendu, c'est qu'ici aussi, tu ne connais pas la tension, donc on ne peut pas la remplacer par 15. Mais sinon, si je regarde ça ici, là, c'est la même ligne. OK? Ça va être les mêmes signes, ça va être les mêmes angles. C'est juste le côté droit, j'ai pas d'accélération, donc ça va être égal à 0. OK? Fait que je ne réexpliquerai pas tout à partir du graphique. Là, c'est vraiment là, le même départ. OK? Donc, on a encore T cos de 20 moins mg sin de 30. Tiens, je vais tout de suite le remplacer par 2 fois 9,8 là. Vu qu'on l'a déjà fait. Moins frottement cinétique. Puis là, côté droit, c'est égal à 0. OK? Et là, je peux développer ça encore un peu, bien entendu. Là. T cos de 20, je vais le laisser comme ça. Moins 19,6 fois sin de 30. Je ne l'ai pas encore calculé, mais ça va venir. Là. Le frottement cinétique, là, petit rappel, frottement cinétique, c'est mu-c fois la normale. Fait que mu-c, c'est... Ah oui, c'est ça. Le mu-c, excusez. Mu-c, il faut réutiliser celui qu'on vient de trouver. C'est à ça que ça a servi de faire le A. On a trouvé ça comme coefficient. Parfait. Fait que là, on reprend la question B en utilisant ce coefficient-là. Fait que, dans le fond, mon frottement cinétique, ça va être mon coefficient de 0,2445. Et après, c'est la normale. Ben, ma normale, c'est quoi? Ben, c'est mon encadré ici. Mon gros encadré, je le rentre dans mon frottement cinétique après le coefficient, là. Donc, c'est 16,97 moins 0,342 fois la tension. Voilà. Tout ça égale à 0. OK. Fait que là, quand je regarde ma ligne de calcul ici, qui n'est pas très jolie, ben, c'est pas joli, mais j'ai un seul inconnu, en fait. C'est la tension T. Elle apparaît ici, puis elle apparaît ici. OK? Maintenant, ben, c'est juste des maths. OK? Je ne ferai pas l'isolation au long. Vous êtes capable de faire ça. Petit détail, là, n'oubliez pas que quand vous distribuez le moins 0,2445, là, il faut distribuer au 2 en n'oubliant pas le négatif. Le négatif aussi se distribue. Okay?
Bon, vous faites ça, vous isolez T et vous devriez arriver à la réponse qui est 13,64 newtons. Et voilà. Numéro 9. Semblable au numéro 8, il y a quelques différences, surtout avec les angles. La question, c'est déterminer le coefficient de frottement cinétique entre la boîte et la surface. Bon, OK. Ben, on s'en vient habitué. Un plan incliné, on prend un système d'axe incliné. Voilà, X, Y. Si je fais la somme des forces sur la boîte, bien entendu, force gravitationnelle vers le bas. On est incliné de 30 degrés ici. Donc ça, c'est 30 et on retrouve le 30 degrés ici. OK. La normale, parallèle à l'axe Y, comme d'habitude. On dit que la boîte monte le plan incliné à vitesse constante. OK. Deux informations importantes là-dedans. Si la boîte glisse parce qu'elle monte le plan incliné, on sait que c'est du frottement cinétique. Ensuite, si on sait que la boîte monte, ça veut dire qu'elle se déplace par là, donc le frottement veut s'opposer, fait qu'il va par là. Frottement cinétique, donc vers le bas du plan incliné. Okay? Et finalement, il ne faut pas oublier la force qu'Albert fait, hein, parce qu'Albert, il tire. Et cette force-là, c'est dit dans l'énoncé, c'est une force horizontale, comme ceci. Ça, je vais appeler ça, bon, force de tension. OK. Là, c'est quoi l'angle de ça? Ben, c'est 30 degrés. Parce qu'on a dit le plan est incliné à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Puis on dit qu'Albert tire avec une force horizontale. Donc ça veut dire que l'angle entre la corde d'Albert et le plan, ben, c'est aussi 30 degrés. Okay? Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit deux angles équivalents. Okay? Très bien. Donc ce sont nos quatre forces. Comme le numéro précédent, ben, on va résoudre ça en faisant la somme des forces dans les deux dimensions. Commençons par le faire en Y parce que ça me permet d'aller trouver la force normale. Pas d'accélération en Y comme d'habitude. Je vais tout de suite faire mes décompositions de vecteurs. Donc en rouge, on a FGY ici. On a une tension TY ici. Et en bleu, tension X et FGX. Voilà. C'est ça. Oups. OK. Qu'est-ce que j'ai en Y? Normal, pas besoin de décomposer, parallèle et positif. TY qui est opposé à l'angle de 30, donc on fait moins T sin 30. Et FGY qui est moins MG cos de 30 parce que adjacent à l'angle de 30. Égal à 0. Bon, on connaît la force de Albert, c'est 250, donc il y a des choses qu'on connaît là-dedans. Là. 250, sin de 30, moins la masse de la boîte, on la connaît, c'est 20. Voilà. On isole la normale, on a tout ce qu'il faut. On obtient 294,7 newtons. Et bon, on met ça de côté et on s'en va faire somme des forces en X. Ici, on dit encore une fois que ça monte à vitesse constante. Vitesse constante, pas d'accélération en X. Bon, quelles sont mes forces en X? TX en bleu, c'est T cos de 30, positif. C'est cos parce que c'est adjacent. Moins MG sin de 30. Ma flèche bleue FGX est opposée à l'angle de 30, donc on utilise sin. Mon frottement cinétique est opposé à l'axe X, mais parallèle, donc négatif, pas besoin de décomposer. Tout ça égale à 0. Et je remplace ce que je connais. Tension 250. Moins masse de 20, on disait. Moins frottement cinétique, qui est égal à mu cinétique fois la normale. La normale est ici. Hein, je viens la rentrer dans mon FC. Là. Donc, mu C fois 294,7 égale à 0. Voilà. Mon seul inconnu dans ma ligne,
c'est MUC qui est là. Donc, vous isolez MUC et ça vous donne la réponse 0,402.